Dans cet épisode, nous nous sommes intéressés à la PPG, ou préparation physique générale. Ces séances, souvent boudées des triathlètes, sont pourtant relativement importantes, que ce soit pour éviter les blessures, pour la mobilité, en amont d'une nouvelle saison, ou même au cours de la préparation d'une épreuve. Pour en parler, direction La Réunion, où nous avons eu le plaisir de tendre virtuellement le micro à Benjamin Elias, a.k.a. le sportif du dimanche. Un coach résolument à l'esprit clown qui nous a donné pas mal de conseils pour rester affûtés, notamment en cette période où les piscines sont fermées. Alors, tendez bien l'oreille si vous ne voulez pas nager comme une enclume à la reprise. Bonne écoute. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais Pellegrini, elle faisait ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, session avec Benjamin Elias, a.k.a. le sportif du dimanche, avec qui on a pu échanger pas mal sur Instagram. Aujourd'hui, côté PPTC, l'équipe est au complet. Messieurs, Thibaut, Geoffroy, Mélène, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous, salut Benjamin. Salut. Benjamin, question traditionnelle pour commencer. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ton âge, où tu habites, etc. etc. Alors, évidemment. Benjamin, du coup, sportif du dimanche. J'habite à La Réunion maintenant, mais c'est pas forcément définitif. J'habite un peu autour du monde. Je suis un habitant du monde. C'est beau. C'est magnifique avant tout. J'ai 25 ans et je suis coach en triathlon, trail et course à pied. Donc voilà pour la présentation. Très bien. Et t'as commencé le sport, je suppose, il y a longtemps. C'est un peu une vocation pour toi, ce côté coach ou... C'est ça. J'ai jamais commencé. Ça a toujours fait partie de moi dès tout petit. Mes parents m'avaient inscrit à la baby gym. Ah oui. On a commencé vraiment... ça a commencé minot... vraiment tout petit, ça m'a jamais lâché et je suis venu à la course à pied parce que plus le temps de faire du VTT et après j'ai été dégoûté après mon premier marathon parce que trop jeune, j'avais 18 ans sur mon premier marathon. Ah, c'est assez rare, oui, c'est plutôt une épreuve qui est faite par des trentenaires, j'allais dire, ou plus. 18, c'est assez rare. J'avais envie de m'essayer à cette distance et en fait les 12 semaines m'ont un peu dégoûté. 12 semaines à 5 entraînements semaine m'ont un peu calmé et une fois que j'ai arrêté le marathon, une fois que j'ai fini et atteint la ligne d'arrivée dans l'objectif, tout était parfait, mais j'ai plus eu envie de courir du tout, et sauf qu'il fallait quand même que je fasse du sport parce que c'était pas possible, et du coup en fait naturellement je suis revenu au vélo, au VTT, et après j'ai glissé tout doucement vers le vélo de route, mais au début c'était VTT. Et spontanément, je me suis dit pourquoi pas un triathlon. Et dans les 6 mois qu'on suivit, j'étais inscrit au triathlon de Paris et je me suis lancé sur le triathlon de Paris avec mon VTT à la main. C'était en quelle année ça, du coup, le premier triathlon de Paris? C'était du coup, il y a un bout de temps déjà. On y était peut-être, c'est un bout de temps, peut-être pas. Il y a 6 ans, 7 ans. Ah oui. Donc en 2000. Ah non, c'était avant nous, du coup. 2014, je crois. 2014-2015. C'était à l'époque où il nageait dans la Seine, non ? Ouais, c'est ça. On nageait dans le canal de l'Ourcq et on voulait pas forcément savoir ce qu'on frôlait. Ah non, on n'y voit pas grand-chose. On peut tomber sur des caddies ou des vélos. Donc... pratique pour la transition. Transition très rapide. Bon, après, un Vélib, c'est un peu lourd quand même. Dans la Seine, c'est pratique. Mais du coup, premier triathlon assez jeune aussi, vers 20 ans, si je dis pas de bêtises. C'est ça, à 19 ans, juste avant mon anniversaire, il est tombé.
Et comment tu as découvert du coup cette discipline? Comment tu as voulu, pourquoi tu t'es dit que tu voulais y participer? C'est vrai que généralement, c'est quelque chose qu'on répète assez souvent, mais c'est plutôt un sport qu'on découvre un peu plus tard. On commence par des sports plus classiques ou à la limite le running, le vélo, et le triathlon, c'est le sport final entre guillemets. Pourquoi toi tu as commencé si tôt? Là, c'était, en fait, comme je vous l'ai dit, je commençais par le VTT et j'ai pas eu l'envie de courir derrière, mais je pouvais pas faire que du VTT parce qu'en fait, je me suis dit, je vais avoir le même problème avec le VTT si je fais que du VTT derrière, je vais me dégoûter du VTT. Donc il faut que je trouve un moyen d'associer plusieurs sports. Et en même temps, il y a le label Ironman qui me fait de l'œil depuis un bout de temps, où j'ai envie de boucler un 140.6, mais dans des chronos assez intéressants. J'ai pas envie de me lancer sur un 140.6 pour deux raisons, sans être vraiment préparé pour deux raisons. La première qui est le prix du dossard. Je sais pas comment font les personnes qui lâchent 240.6 ou 340.6 dans l'année, mais c'est énormément d'investissement en temps, en argent et en énergie. Donc je préfère attendre d'être prêt pour celui-là. Mais du coup, il a toujours été en ligne de mire et c'est toujours un truc qui m'a fait rêver, voir ces mecs nager, courir et rouler autant de temps et se dépasser. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer le triathlon? Je me suis dit, en plus petite distance, on fonce, pas de label Ironman, c'était à côté de chez moi. Je me suis dit, allez, on y va. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à prendre ce dossard. Tu voulais varier les plaisirs, quoi. Associer 3 disciplines. Et c'est vrai que c'est plaisant. C'est très plaisant. Tout à fait. C'est ça, l'entraînement varie énormément, du coup on peut beaucoup moins se dégoûter d'un seul sport. Après, c'est vrai que quand on fait un triathlon, moi c'est toujours ce que je ressens, c'est que par exemple, tu es sur le vélo, tu te rappelles que tu essaies de te rappeler que tu as nagé, tu dis putain, mais c'était loin, et après tu enchaînes avec la course à pied. Il y a jamais un moment où on s'ennuie, je trouve. Et c'est clair, ça passe tellement vite à chaque fois. Il faut le dire. C'est clair. C'est pour ça qu'on en fait autant. Bien sûr. Et du coup, tu t'es lancé, tu veux te lancer dans un Ironman là? Ouais, l'objectif ce serait de boucler un 140.6, mais le full, mais voire après pousser sur l'enduroman. J'aimerais bien, mais je préfère vraiment attendre d'être prêt et pouvoir digérer 20 heures de sport par semaine sans forcer, plutôt que de forcer, de risquer la blessure ou d'être saoulé après de ce sport et de devoir à nouveau changer. Je préfère vraiment m'écouter pour le coup et essayer d'atteindre la barre des 10 heures sur un premier Ironman, ça serait beau. Et tu penses t'inscrire sur quelle édition du coup, quelle année? Je pense aller sur Nice, parce que c'est le plus mythique. Bah viens, on y va cette année. Peut-être avec nous. Ouais. On y arrive. Mais si les dossards sont valables cette année aussi. Ouais, mais non, pas cette année, j'attendrai. Je pense que j'attends encore 5 ans à peu près. Ah oui. Ça va te faire une belle prépa. C'est ça. Et du coup, donc post-triathlon de Paris, tu t'es remis un peu sur d'autres compétitions, tu as continué à peut-être faire des plus grandes distances? Ça a tout de suite matché, c'était au moment où j'étais sur l'épreuve et à l'instant où elle s'est terminée, c'est-à-dire que la fraction de seconde où mon pied a dépassé la ligne d'arrivée, j'étais même pas content, je savais que je pouvais faire plus et je voulais en faire plus. Et je me suis dit, ok, je vais craquer plein de dossards et je vais aller chercher beaucoup mieux. Et c'est comme ça que j'ai su que je voulais faire ça. Parce que le sentiment qui m'a habité tout au long de la course était assez incroyable. Et en plus, à Paris, où tu as vraiment des accompagnements tout du long, c'est pas comme chaque triathlon où tu croises personne sur le vélo parce qu'il n'y a personne sur la route. Et ça peut être long. Là sur les 40 km, tu as quasiment du monde tout du long. Tu fais les quais de Paris, tu es à Boulogne. C'est vraiment magnifique. Il y a la Tour Eiffel. Donc, et il y a la Tour Eiffel en visu 80% du temps. Donc, c'était vraiment cool. Mais c'est chez nous. Voilà. C'est celui par lequel tout a commencé. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est bien. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens aussi qui traversent la route. ça fait y arriver un piéton renversé. Ouais, c'est clair. Et puis il y a beaucoup de monde sur le vélo surtout. Ouais, beaucoup de monde en vélo. Et vu que tu peux drafter, c'est quand même vite la galère à Paris pour ça. Ouais, si jamais vous faites un triathlon pour la première fois, ne rentrez pas dans un peloton. Faire attention. Roulez seul. Parce qu'avec le drafting, surtout à Paris, ça peut être dangereux. En VTT, c'était pas le souci. Ah d'accord. Le premier en VTT, c'est courageux. J'avais pas de vélo de route, fallait faire avec les moyens du bord. Donc, Et depuis, t'as participé à quoi d'autre comme épreuve?
Alors plusieurs, mais celui qui restera vraiment gravé, que j'ai vraiment bien aimé, c'était le triathlon de Pont-Audemer. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire. Non. Il est vraiment, ça ressemble à un truc en Bretagne, non ça? Ah non, là il est en Normandie du coup. D'accord. C'est pareil, non? Bah ouais. Non, c'est pas du tout pareil. Il est vraiment sympa comme format. Et c'est là où j'ai renoué au premier dossard après une blessure. Et c'est là où j'ai explosé un chrono dont j'étais assez content en me rapprochant des 2h20 et en me disant ça, c'est possible de faire quelque chose, il y a moyen d'aller chercher des beaux chronos. Donc, et en plus en me régalant de A à Z et avec le président de course qui sert la petite bière à la fin. Ça, c'est magnifique. Ouais, ça doit être tradition du Nord et de, il faut et de la aller sur Bretagne. des triathlons comme ça, les gars. On avait ça à Saint-Lunaire, c'était pas mal. Oui, c'est celui-là vrai. est vraiment pas mal. Du coup, aujourd'hui, tu pratiques le coaching au quotidien, c'est ton métier, tu en vis aujourd'hui? C'est ça, je suis coach en du coup triathlon, trail et course à pied et j'accompagne des athlètes et c'est mon boulot à 100% à plein temps. Et à côté, j'essaye de développer aussi le Instagram, la chaîne YouTube, un peu tous les comptes pour la visibilité et potentiellement pouvoir faire des collabs avec des marques aussi qui réduisent grandement le coût du triathlon. Parce que ça a un coût assez élevé quand on veut commencer à avoir du beau matériel et les réseaux permettent aussi d'avoir des belles collabs. Donc c'est pour ces deux raisons-là. Et même pour les professionnels, je me rappelle, Olivier Marceau nous parlait de ça, Cyril Viennot aussi, les aspects financiers, même avec des sponsors, même avec des petits salaires que les clubs peuvent sortir, ça reste compliqué. Ouais, les sponsors, c'est toujours utile, c'est sûr. C'est en plus de justement cet accompagnement, c'est toujours pas mal. Mais du coup, toi, aujourd'hui, en fait, dans l'aspect coach, tu fais les plans d'entraînement pour des personnes que tu accompagnes toute l'année? C'est des gens qui te sollicitent? Comment ça se passe finalement? Alors, ça dépend en fait de la formule choisie. J'ai plusieurs formules à différents tarifs pour essayer de toucher un maximum de personnes. Donc ça va du plan d'entraînement personnalisé où la personne me contacte juste pour avoir un plan sur 3, 6 ou 12 mois et juste pouvoir se gérer, c'est-à-dire qu'elle a déjà des connaissances, elle sait déjà pas mal se débrouiller, mais elle a besoin juste d'un truc suivi. Et moi, je l'accompagne ponctuellement, c'est avec un appel par mois ou tous les 3 mois, et un plan d'entraînement qui est personnalisé à son rythme de vie. Et sinon, de l'autre côté, il y a le coaching pur, où là, ça dépend, pareil, soit il me contacte pour préparer, là, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour préparer un Ironman, l'Ironman de Vichy. Et donc, ça va s'arrêter potentiellement après Vichy, mais il y en a d'autres qui m'appellent pour faire du coaching à l'année et les préparer sur des entraînements à plus long terme, comme la Diagonale des Fous, des Ironman Full, et ils attendent 2, 3, 4 ans et ils veulent que je les accompagne pendant tout ce temps-là. D'ailleurs, la diagonale, comme tu es sur place, ça te fait pas de l'œil? Ça m'avait jamais tenté jusqu'à arriver sur l'île. Et premier trail, je me suis dit que ça sera fait. Ça va tomber forcément. Ça fait rêver et j'ai rencontré pas mal d'ultra-trailers ici qui l'ont déjà fait, qui ont eu la chance de la faire. Et c'est vrai que les paysages sont incroyables, la course est incroyable, c'est un dépassement de soi de chaque instant. Et ça donne juste envie de franchir la ligne d'arrivée dans le stade complet. Mais bon, il faut que le Covid se barre pour l'instant. Parce qu'il y a un peu il y a du boulot aussi, mais c'est vrai que ça donne hyper envie, quoi. On avait interviewé Casquette Verte qui l'avait fait. Ouais. Mais lui, il vise un beau chrono, lui. Il vise même un beau classement, me semble-t-il. Ouais. Il y a des gros objectifs pour ça. Malheureusement, il n'a pas pu la faire en 2020, puisque ça a été annulé. Donc on va voir en 2021. Et du coup, donc là, on est en début d'année, donc ça tombe bien. On se disait qu'on pourrait parler un petit peu de prépa générale et de comment reprendre après les potentiels excès des fêtes et de la galette des rois, parce que c'est comme un peu la thématique du moment. C'est la saison. Et puis aussi que potentiellement, on n'a pas fait grand-chose en 2020, avec une année peut-être un peu compliquée. C'est ça. Du coup, pour tous ceux qui veulent commencer justement leur année et remettre un peu le pied à l'étrier, comment on s'organise pour reprendre en douceur? Alors du coup, ça dépend de déjà comment est-ce qu'on a arrêté. Est-ce qu'on a fait une coupure nette et complète sur 2 mois, 3 mois, 12 mois? Est-ce qu'on a juste jeté l'année 2020 à la poubelle et on recommence en 2021? Ou est-ce qu'on a quand même continué et on a juste fait soit une semaine un peu plus souple,
voire une semaine d'arrêt, mais pas beaucoup plus. C'est déjà pas la même gestion de reprise. Mais si on se place dans le cas où on a arrêté totalement et qu'il faut reprendre, il va falloir dans un premier temps faire de la PPG pour remuscler un peu en profondeur et éviter les différentes blessures pour avoir un maintien du corps assez stable. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est PPG ? Alors la PPG, c'est la préparation physique générale. Donc c'est tout ce... Moi je savais. Moi aussi, mais c'était pour les auditeurs. Non, Olivier, tu savais pas. On n'est pas que tous les 5. J'ai vu ta tête, tu savais pas. On a vu. Mais du coup, c'est tout ce qu'on aime, tous les exercices qu'on n'aime pas en fait faire généralement, qui sont pas forcément intéressants ou épanouissants. Certains n'en font jamais, et c'est possible, c'est juste que le risque de blessure est un peu accru, mais pour une reprise c'est intéressant. Après on peut mixer les exercices de préparation avec des escaliers par exemple, qui vont être super bons pour muscler les mollets, les genoux et les chevilles. Il y a moyen de dynamiser tout ça plutôt que de faire juste des squats devant son miroir, quitte à s'ennuyer. Juste l'intérêt de la PPG, tu disais pour remuscler un peu, c'est quoi? C'est pour préparer le corps du coup à faire le cycle d'entraînement ou pour éviter des blessures? C'est comme un rail qui va permettre de guider, moi j'aime bien cette image de rail, qui va permettre de vous guider vers l'atteinte de vos objectifs. Et en fait, si vous faites pas de PPG, potentiellement vous allez aller tout droit et vous allez réussir votre objectif, mais potentiellement aussi vous allez pouvoir sortir du rail et avoir une petite blessure, une petite entorse il est tard ici, désolé. Il a l'air compliqué ce mot. ouais, beaucoup trop de syllabes, on l'oublie. Du coup, ça permet d'éviter les blessures qui peuvent accompagner une grosse prépa. Sachant qu'une grosse prépa est vraiment personnelle, c'est une notion qui est personnelle pour certains. Préparer un 10 km en moins d'une heure, c'est une grosse prépa et c'est déjà mettre beaucoup de choses en place pour pouvoir y arriver. Donc après, ça dépend énormément de la personne qu'on accompagne aussi, et on a tous des seuils différents qu'il faut ajuster. Et une séance type de PPG qui va être qualifiée comme facile peut être considérée comme extrêmement difficile ou comme même inutile par certains athlètes en fonction du niveau d'entraînement. Donc c'est pour ça que c'est une question qui dépend énormément de la personne qu'on a en face de nous et de plein de paramètres extérieurs. Mais quand tu dis que ça peut paraître inutile, est-ce qu'au final c'est biaisé? C'est-à-dire que je pense que par exemple tous les quatre autour de cette table, quand on tourne ce podcast, on fait pas mal de sport la semaine. Est-ce que malgré tout, de faire des exercices type les escaliers, etc., c'est quelque chose qu'on devrait faire même si on pense qu'on n'en a pas besoin? C'est effectivement quelque chose qui est normalement obligatoire de faire, même c'est vraiment indispensable dans la pratique d'un sport raisonné, on va dire. Maintenant, on peut aussi ne jamais en faire et ne jamais avoir de blessure, et sans ressentir le besoin, mais ça permet d'avoir même outre la blessure, ça permet aussi d'avoir un réel maintien et une performance accrue. Par exemple, notamment sur 10 km, vous avez un travail de muscle profond qui est beaucoup plus important que le travail que sur, par exemple, marathon, où là, on va plus éviter la blessure pour le volume horaire lié au marathon. Mais c'est vrai que je pense que tu te dis jamais que c'est utile, parce qu'en fait, quand t'en fais et que tu t'entraînes et que t'as pas de blessure, là, tu te dis jamais « Ah bah tiens, c'est grâce à la PPG que j'ai fait... tu vois, c'est la résultante. Je pense que c'est ça, c'est de pas se blesser, mais tu te dis jamais c'est grâce à ça, quoi. Et puis surtout, c'est dur en tant que triathlète de s'ajouter un nouveau sport entre guillemets en plus. Dans la semaine, tu sais que tu as déjà potentiellement 2 à 3 séances de chaque sport par semaine, dépendant de ce que tu prépares. Bien sûr, mais rajouter de la PPG, c'est toujours pas évident. Pour ça, il y a une petite astuce pour éviter, justement, parce que moi je fais partie de ceux aussi où se faire 1 heure, 2 à 3 fois par semaine de PPG, où on va cibler les jambes, les fesses, les abdos, les bras ou les pecs, c'est chiant, on va pas se mentir, c'est super chiant d'être dans son salon, de transpirer pour rien, on voit pas de paysage, on n'a pas l'impression d'avoir accompli quelque chose. Et du coup, pour ça, moi ce que je fais, ce que je mets en place et ce que je recommande à beaucoup d'athlètes, c'est ce qui s'appelle les 7 minutes de renfo. Je sais pas si vous les connaissez. C'est un travail de 7 minutes à faire régulièrement c'est plus un travail de long terme. Tu connaissais pas ça, Thibaut? Pardon, non, excuse-moi, vas-y, Benjamin. Il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est vraiment faire juste 7 minutes tous les matins au réveil. On prend un verre d'eau, on fait 7 minutes de sport.
du gainage. Donc c'est un enchaînement d'exercices bien précis avec squat, abdos, pompe, un peu de montée de genoux. Enfin bref, il y a un peu de tout. C'est assez complet et faire ça à 7 minutes tous les matins sur le long terme a un impact quasiment aussi intéressant que de faire 2 à 3 séances de PPG sur la semaine. C'est quoi la différence justement entre ces 7 minutes et une séance d'1 heure? Tu vas travailler sur des cycles très courts et t'enchaînes 7 minutes quasi à bloc ou... Non, c'est pas du tout à bloc. C'est vraiment que tu travailles ces muscles, mais de manière beaucoup plus souple. C'est-à-dire que tu vas pas juste prendre les quadris ou les cuisses et fatiguer les cuisses pour travailler à te renforcer ce muscle-là. Tu vas travailler toute la chaîne de maintien et tu vas pouvoir, via le travail de long terme, être renforcé sans avoir l'impression de faire une grosse séance jambes, une grosse séance pec. Tu fais quasiment tous les muscles à chaque séance finalement. En gros, tous les exercices font en sorte que tout le corps travaille. Ok, donc c'est uniforme et les 7 minutes chaque jour, en fait, ton conseil, c'est de diluer tout ça, plutôt que faire des séances longues d'1 heure, 1 ou 2 par semaine, de diluer tout ça, d'en faire une routine le matin et en fait, ça, tu règles l'ennui, quoi. Tu règles le problème de l'ennui. C'est ça, pouvoir ne même plus avoir à y penser, ça devient quelque chose qu'on peut faire absolument n'importe où. On a besoin de zéro matériel, rien, peu importe où on est, on peut faire ces 7 minutes au réveil sans gêner personne, on n'a plus d'excuses pour pas le faire. Le problème de l'ennui ou de la flemme aussi. C'est vrai que 7 minutes, ça va, c'est pas... Ouais, 7 minutes, ça passe. Dans les 7 minutes, est-ce qu'il y a les pauses? C'est 30 secondes d'effort pour 10 secondes de récup, donc c'est des petites pauses. Okay. Mais c'est effectivement un enchaînement d'exercices. Il y a de la planche pendant 30 secondes et après on passe sur par exemple des squats pendant 30 secondes et entre les deux il y a 10 secondes, généralement juste pour changer de position. Olivier il essaie toujours de gratter, tu vois. Gratter les pauses. Et c'est la question que j'avais posée justement, c'est le rythme qu'il faut avoir dans ces exercices PPG, c'est bien distinguer des sessions HIIT entre guillemets ou qui sont très alors HIIT pour le coup, si on me demande, là je suis pas hyper bon sur ce que ça veut dire. High intensity training. Tu parles anglais super bien. Non mais c'est mon accent, c'est Los Angeles. D'accord. West Coast. Et du coup voilà, ces sessions de HIIT qui sont beaucoup plus rapides et qui sont censées faire monter le cardio, ici la PPG c'est vraiment plutôt travailler les muscles profonds comme tu disais, donc pas forcément avoir un rythme d'exercice hyper rapide quoi. C'est exact. Le but est pas forcément de faire monter le cardio et d'aller se mettre dans le rouge, c'est pas du tout le but. C'est vraiment de faire travailler les muscles profonds, par exemple comme sur la planche où vous n'allez pas dégouliner sur la planche, où vous n'allez pas, si vous faites 3 minutes de planche, vous allez juste tétaniser et commencer à trembler, mais vous n'allez pas pour autant transpirer ou avoir le cœur qui s'emballe. C'est plus le muscle qui va venir être épuisé parce qu'il tient une tension. 3 minutes c'est long en planche quand même. Ça fait long. Ouais, non. Le record, c'est 11 heures, je crois. 11 heures, t'es sérieux? Ouais. Arrête. Ouais, si. Olivier, t'étais balèze sur ce coup-là. J'étais jeune. Et du coup, attends, j'aimerais bien savoir la fin de l'histoire. tu sollicites le muscle et tu transpires pas, donc tu vas chercher quelque chose qui est pas de... c'est pas du cardio, quoi, c'est vraiment un travail musculaire. Donc t'alternes ça dans une séance. C'est ça. Si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous donner justement un exercice type, un enchaînement type qu'on peut répéter sur 7 minutes? C'est quoi? C'est toujours une boucle que tu refais? Pour le coup, c'est toujours la même boucle et toujours les mêmes exercices. Le but est vraiment que ce soit implémenté comme une habitude et que ça délaisse le mental et la partie active du cerveau. Et comme ça, tu commences ta journée, ton cerveau est limite encore endormi, tu sais exactement quel exercice faire, dans quel ordre. Et après, moi, j'aime bien enchaîner avec une douche froide. Je sais que ça, certains sont assez réticents, mais c'est au moment de la douche froide que mon corps se réveille et que là, je dis, OK, la journée commence. Et moi, c'est mon habitude. Mon cerveau sait qu'à ce moment-là, boum, la journée peut commencer. C'est vraiment mis comme une habitude et c'est à chaque fois les mêmes exercices dans le même ordre sans rien changer. La douche froide, c'est parce que t'es à La Réunion et il fait 35. Ouais, c'est ce que on va jamais se réchauffer. Et donc, du coup, demain matin, 7 minutes, on fait quoi c'est quoi l'enchaînement que tu nous recommandes là, pour commencer? Alors, vous avez si vous voulez, je peux vous le donner, mais il y a des petits guides et des applications qui le donnent. Pour aller plus vite, donc vous tapez 7 minutes dans n'importe quelle
quel moteur de recherche de vos applications, et vous allez trouver un 7 minutes qui va vous proposer un enchaînement. C'est quasiment toujours le même si vous prenez parmi les plus connus, mais en gros, l'enchaînement du coup ça fait on commence par jumping jack, après on fait 30 secondes de chaise, 30 secondes de pompe, 30 secondes de crunch, fente sur chaise, dips, squat, montée de genoux, fente, planche, pompe avec rotation, gainage côté droit, gainage côté gauche. Et ensuite tu te recouches. Et il y a beaucoup de termes anglais, mais on vous mettra tout ça en description sur le site. Et dans ces exercices, est-ce que c'est bien de le faire devant un miroir pour éviter d'avoir une mauvaise position? Je pense aux pompes par exemple, où des fois on peut faire des choses avec le dos qui est pas droit, et du coup on va peut-être c'est quand même plus classe devant le miroir quand même. Comment on fait les exercices pour pas justement avoir des mauvais gestes ou des mauvaises postures? Alors sur certains mouvements, c'est même pas conseillé de te regarder dans le miroir, parce que le fait de relever la tête, tu vas directement changer ta posture. Donc c'est même mieux de pas te regarder, d'essayer de te concentrer au maximum, de te filmer, et après tu regardes en détail ta séance, mais ça évitera les mouvements de tête qui peuvent gêner le bon mouvement. Et après, regarder la vidéo et analyser le mouvement s'il est bon. Et tu disais qu'il n'y avait pas besoin de matériel du tout. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des petits accessoires pas très chers? Je pense notamment aux poignets pour faire les pompes, par exemple. Un petit truc tout bête qu'on trouve chez Decathlon. Ça dépend de la fragilité des poignets de chacun. Ouais. C'est plus pour aider au niveau de la pression des poignets qui le matin sont pas toujours chauds. Donc ça peut aider effectivement des petites poignées pour alléger les poignets. Mais moi je le fais sans. Et j'ai aucun matériel, et ce qui me permet de le faire peu importe où je suis, peu importe chez qui je suis, peu importe quelle heure il est ou à quelle heure je me réveille, c'est toujours faisable. Et est-ce que tu recommandes d'utiliser des poids des fois? Je pense faire des squats, on peut recommander des fois peut-être de porter des poids dans le dos pour alourdir un peu la charge. Est-ce que c'est des choses qui peuvent se faire? Moi, c'est des choses alors ça peut se faire. Normalement, il faudrait même aller à la salle une fois par semaine pour travailler en lesté. On aimerait bien. Voilà. Sauf que je pense que si on est triathlète, c'est que la salle nous attire pas plus que ça. On aime être dehors. Voilà, c'est pas l'ambiance qui nous attire. Du coup, moi je l'enlève et je trouve pas ça plus nécessaire que ça, mais ça peut être toujours bien, de 1 pour la diversification, de 2 pour travailler en puissance. Ça peut être assez intéressant quand même en fonction des objectifs, mais dans un premier temps, pour une reprise, c'est pas nécessaire de lester du tout. Ouais, c'est ça, là c'est différent. Les exercices de musculation, c'est quand même plus pour gagner en puissance en vélo ou même en course à pied, par rapport au PPG, où c'est plutôt, comme tu le disais, pour éviter les blessures, c'est ça? C'est à peu près ça. Ouais. Si on résume, c'est à peu près ça. Et surtout le travail à la salle de muscu et devient intéressant si on cherche vraiment à éclater des chronos et aller chercher des chronos intéressants. Si c'est juste pour se lancer sur triathlon, c'est pas forcément judicieux d'aller payer un abonnement à la salle. C'est à mon sens. Bon, on s'inscrit en salle direct. Et donc ça, tu le gardes tout le long de ta prépa? Tu fais pas juste le premier mois et après t'arrêtes? C'est la routine à vie, les 7 minutes? Du coup, moi je mets la routine en place. Comme ça évite d'avoir à y penser et de rajouter une charge mentale. On le sait tous, les prépas triathlon, surtout si on prépare des XL, peuvent être assez prenantes en termes de temps et en termes d'énergie et surtout d'occupation mentale. C'est-à-dire que la part du cerveau active qui va devoir gérer toute l'organisation qui va avec l'entraînement. C'est-à-dire qu'on a tous des vies à côté, on doit tous gérer potentiellement une femme, potentiellement des enfants, un travail, en plus d'un entraînement qui peut demander 20, 25 heures, 30 heures par semaine sur les plus grosses semaines de charge. On peut y arriver, et à ce moment-là, c'est le cerveau qui gère tout ça et qui se fatigue à gérer tout ça. Donc le fait de pouvoir enlever la PPG de cette partie gestion de son temps et de générer un peu moins de fatigue et de tension au niveau du cerveau, à essayer de gérer quand est-ce que je vais mettre ma séance de PPG, quand est-ce qu'elle peut rentrer,
Là, on sait que tous les matins, même si on a prévu d'aller courir 45 minutes à jeun, on sait que juste avant, on fait sa PPG parce que c'est dans l'habitude. Au niveau du cerveau, il a été démontré il y a pas si longtemps que ça qu'une habitude mettait à peu près 30 jours à se mettre en place dans le cerveau. Donc, c'est-à-dire qu'il faut pendant 30 jours te forcer à le faire. Et après, au niveau mental, tu n'auras plus du tout l'impression de subir l'action parce qu'elle sera naturellement mise en place dans ton fonctionnement. Et je fonctionne énormément par habitude avec mes athlètes, essayer de leur implémenter des bonnes habitudes pour éviter qu'ils aient à se fatiguer et éviter de se dire, par exemple, l'habitude du vendredi soir McDo, pourquoi pas, mais éviter de mettre l'habitude tous les soirs fast-food. Essayer de changer juste des petites habitudes. Et éviter quand même. Voilà, c'est ça. Ça. Non, mais c'est des bons conseils parce que c'est vrai que tu le disais, hein, quand il y a une charge d'entraînement qui est très forte, tu fais une semaine à 13, 14, 15 heures si tu essayes de préparer un Iron, te dire je vais faire 2 heures de PPG à 2 moments dans la semaine, c'est en vrai c'est lourd. Tu sais plus où les caler. Ouais, donc là c'est vrai que de lisser ça en faisant ça le matin c'est pas mal. Et si je ne m'abuse, notre épisode avec Étienne disait qu'il faut aussi le continuer tout au long de la préparation. Tu ne t'abuses pas, Thibaut. Je ne m'abuse pas, très bien. Et tu mentionnais quelque chose juste avant en complément, tu disais tu prends un verre d'eau et tu commences ta séance, ça veut dire que tu conseilles de le faire à jeun ou pas nécessairement c'est pas pas besoin, ça nécessite pas assez d'efforts pour forcément avoir à manger ou pas. Après moi j'adore l'entraînement à jeun à titre personnel. Je sais que c'est pas forcément digéré par tout le monde, ni ça dépend énormément des personnes. Moi, de temps en temps, je pars faire des trails de 30 bornes à jeun. Il y a pas de. What C'est peut-être pas un conseil qu'on donne à tous. Ne faites pas tout ça chez vous. C'est pas un bon conseil à mettre en place, mais tout est possible aussi. On a une machine entre les mains. On a tous une machine qui est différente. Elle fonctionne pour tous différemment. Et il faut juste se connaître et essayer d'explorer aussi ses limites pour connaître ses limites, parce que beaucoup pensent avoir des limites. Et une fois qu'ils essayent de les atteindre, ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent les exploser, que c'est leur propre limite à eux et que c'est pas la limite de leur machine. Et du coup, pouvoir exploser ces limites, moi, c'est ce qui m'intéresse et ce qui m'éclate, pouvoir essayer de voir jusqu'où on peut aller et jusqu'où c'est possible d'aller un petit pas après l'autre, pas forcément pas lancer tout de suite un mec qui veut finir un 10 km, le mettre sur le grand raid, c'est pas l'idée, mais parce que ce serait pas judicieux, mais pouvoir explorer ses limites et y aller en sécurité. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, c'est le cas dans le triathlon, mais dans tous les autres sports aussi, que peu importe les performances qu'on a, le temps qu'on fait en courant, en roulant ou en nageant, au final, c'est repousser ses limites personnelles. Et donc, je veux dire, c'est une quête, c'est un but que tout le monde peut avoir, en fait, peu importe son niveau. Et ça, c'est vraiment... un défi face à soi-même, quoi. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau. C'est très beau ce que j'ai dit, non ? C'est beau ce que tu as dit. Ouais. Ça m'a touché. Donc c'est une séance qu'on peut faire à jeun, ça c'est quand même une bonne nouvelle aussi, parce que si on peut les caler directement après le réveil, on gagne un peu de temps aussi, versus faut prendre le petit... C'est ça, et essayer quand même de prendre un verre d'eau pour réveiller l'organisme et s'assurer que les muscles sont bien hydratés, surtout si la veille on a eu une soirée avec un peu d'apéro, c'est toujours mieux, histoire Jamais. Voilà. Mais en règle générale, toujours prendre un verre d'eau avant de se coucher, même si la soirée était costaud, c'est un bon plus pour le corps. Et c'est quoi les exercices d'après toi qui sont les plus intéressants pour les triathlètes typiquement, est-ce que tu as des exercices spécifiquement pour avec les fermetures des piscines, travailler par exemple une petite reprise là pour essayer d'être prêt quand les bassins rouvrent? Est-ce que tu as un exercice en particulier? Alors il y a pas mal d'exercices avec des élastiques. Moi je suis pas fan et je trouve que c'est une torture pure et c'est se détacher du plaisir à aller nager que de faire ça. Donc rester sur de la PPG classique en attendant que les piscines rouvrent, ou alors vous pouvez ruser en faisant un certificat médical, ce qui est pas forcément hyper réglo mais qui peut être fait aussi sur certaines piscines. Ça peut permettre d'aller nager si vraiment le besoin est trop important, mais je trouve que s'entraîner, se mettre des heures à faire des élastiques sur un banc face à une porte, sur le certificat médical? Oui, pareil, on recommande pas de faire ça, mais on voudrait bien plus de détails. En off. mais du coup voilà, ça peut dégoûter de l'envie de nager, et ça peut totalement enlever l'envie de nager qui doit être présente pour une reprise. Moi je préfère aller à la piscine en ayant envie d'y aller plutôt que de me dire putain, j'ai saigné des heures d'élastique, maintenant il faut que j'y aille parce que j'ai pas fait les élastiques pour rien
Et on n'est pas tout à fait dans la même optique de natation. Alors que Mélène et Olivier, ils ont tout le temps envie d'aller nager. Moi, dans ma baignoire, je mets les élastiques en ce moment. Je suis dingue. Dès que ça rouvre, on est obligé de les retenir. Et du coup, dans la PPG, c'est quoi? C'est des dips, enfin oui, c'est quoi l'exercice exact? Soit des pompes, c'est des dips, mais je sais pas comment on dit en français là. Sur l'arrière. Ouais, c'est Los Angeles encore. Excuse-moi. Des pompes sur un banc. Des espèces de pompes inversées. Exactement. Des pompes sur le dos. C'est effectivement les pompes pour bosser les grands dorsaux qui vont avec et qui bossent aussi les triceps. Mais après, c'est le problème de la PPG, c'est qu'on peut pas faire une préparation que sur de la PPG. C'est pour ça que là, en absence de piscine, en gros, vous allez, normalement, c'est 10, 15, potentiellement 20% du travail si vous faites beaucoup de PPG. Mais vous avez 80% qui est à l'eau, donc vous êtes en train d'essayer de sauver un navire qui coule à 80% en disant chouette, j'ai sauvé le rhum, tout va bien. Alors que non. Enfin, c'est pour ça que pour moi, c'est pas très pertinent là, plutôt attendre que les piscines rouvrent. De toute façon, le travail est perdu et c'est malheureux à dire, mais on a une année à blanc en natation et j'en suis le premier attristé parce qu'on peut pas travailler comme il faut avec nos athlètes sur la partie natation. Mais toi, à la Réunion, pour nager, ça doit aller quand même. Ah bah non. Ouais. Excepté les requins. Bah, du coup, tu nages plus vite. Ouais. Non, il y a d'autres problématiques. On a les coraux qui nous gênent dans le mouvement. On peut se heurter à des coraux quand on fait le crawl, mais sinon, non, c'est vrai que c'est plus à la piscine de Châtelet, c'est pas les coraux que tu heurtes. Le confinement n'est pas arrivé jusqu'ici. Ouais, effectivement. Et du coup, après, sur la PPG spécifique au triathlon, on se dit qu'il faut peut-être mettre un peu le paquet sur les jambes, vu qu'entre le vélo et la course à pied, on risque de bien taper dedans ou pas forcément? Non, elles sont. Enfin, alors il faut effectivement de la PPG pour les jambes, mais il faut pas forcément mettre le paquet dessus, parce qu'il faut pas oublier qu'en course à pied, il y a une part 15 à 20% du haut du corps qui travaille aussi. Qui permet de gagner en puissance. Donc, il faut pas oublier de travailler le haut du corps. En fait, tout est question d'harmonie. C'est comme tout. Si vous travaillez que les jambes, vous allez vous retrouver le Rafael Nadal des jambes et avoir les jambes super musclées, à l'inverse des mecs de la salle qui ont les bras et les pecs super développés et pas de jambes. Vous allez vous retrouver avec des jambes super développées et pas de bras, pas de pecs. Donc, à essayer d'harmoniser tout ça au maximum, moi, c'est vraiment le leitmotiv, c'est essayer d'être régulier, prendre du plaisir et surtout harmonieux dans son entraînement, essayer d'en mettre un peu partout et tout le temps. Mais pour le running, par exemple, on dit souvent que le gainage, c'est très important pour le running, pour se tenir droit, etc. Mais au final, est-ce que c'est plus pour anticiper une nouvelle fois des blessures ou il y a un vrai gain sur des performances? Il y a un gain sur les performances à faire de la PPG poussée. Mais ça évite aussi les blessures. Dire ça. C'est tout. Et quand tu dis pousser, ça veut dire que c'est pas les 7 minutes tous les matins. C'est des exercices un peu plus solides, quoi. Ça, c'est plus pour travailler et réveiller tous les muscles. Si on veut commencer à gagner en puissance, il faut effectivement passer sur des séances de 30, 45 minutes, 1 heure spécifiques sur un groupe musculaire où on va venir épuiser ce groupe musculaire-là. D'accord. Et en quoi le gainage aide du coup pour la course? Tu disais que c'est 10 à 15% du mouvement en course à pied mobilise le haut du corps. C'est ça, parce que tu le sens quand tu cours, tu as les épaules et les bras qui sont mis en action. Personne court les bras le long du corps, je ne crois pas. Forrest Gump, je pense. C'est la foulée de Joji. C'est incroyable. Arrête de me balancer comme ça. Je le filmerai un jour. Déjà, rien que dans le mouvement des bras, on sent qu'on a besoin des bras pour courir. Vous le sentez, c'est encore plus probant quand vous allez en côte et que vous essayez de mettre de la puissance en côte ou dans les escaliers. Vous avez un appui énorme au niveau des bras. Et si vous voulez travailler que la puissance, d'ailleurs, vous pouvez enlever les bras sur les exercices de travail en montée et vous allez juste charger les jambes comme ça. Et vous allez vous rendre compte de l'impact des bras sur votre course. Et après, sinon, vous avez aussi toute la sangle abdominale qui fait un travail monstrueux sur le maintien en course à pied, sur le positionnement et sur le lever de jambes. Donc, évidemment que tout le haut du corps fait partie intégrante de la course à pied et n'est pas à négliger. D'accord, ouais. C'est vrai que je m'imaginais courir dans une côte sans le mouvement des bras. Et là, tu t'es dit, ça va être dur. Ouais, je pense que ça va être dur. Ouais. Donc, rien qu'en m'imaginant ça, je le visualise, je le ressens, quoi.
Mais c'est un bon exercice de travail de puissance au niveau des jambes. Si jamais tu veux essayer, tu te prends un escalier ou une côte un peu à 8%, tu mets les mains sur la tête et tu essayes de sprinter le plus vite possible. Il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter, te regarder bizarrement, mais c'est pas grave. Aussi. Est-ce que ce type d'exercice, il est d'autant plus important quand tu as un parcours sur une épreuve où tu as justement du dénivelé sur la partie running, ou c'est pas forcément quand même, c'est encore plus important? Si, c'est encore plus important parce qu'il faut évidemment préparer l'épreuve, préparer de la même manière l'épreuve qui va avoir lieu, de la même manière que ce que vous préparez. Je sais pas si c'est clair, je me suis totalement Ton entraînement doit être en corrélation avec ton épreuve. Moi j'ai compris, mais on avait tous compris. Si tu peux préparer un 10 km en mettant un petit peu de côte dans le 10 km, mais si tu sais que ton 10 km c'est Paris 14e et que ça va être que du plat, que tu vas avoir peut-être un faux plat de 100 mètres, c'est judicieux pour avoir un peu de puissance, mais il faut pas que toute ta prépa soit axée sur de la montée. Alors que si à l'inverse, tu prépares un 30 km avec 7000 de D+, tu sais que la côte va faire partie, la côte et la descente aussi, qu'on oublie généralement, va faire partie intégrante de ta préparation et de ton entraînement. Et là, ça devient extrêmement intéressant de mettre des grosses séances comme ça et de venir charger de plus en plus. Question peut-être très naïve du coup, mais imaginons qu'autour de chez toi, tu n'aies que du plat pour t'entraîner sur le running. Est-ce que tu peux compenser en partie ce dénivelé avec pas dans tes escaliers de ta cage d'escalier, mais sur un parcours si tu fais que du plat sur ton running mais que tu fais de l'escalier, est-ce que ça compense un peu ou dans le fond ça sert à rien? À faire beaucoup de répétitions d'escalier, c'est le mieux qu'on puisse faire. Vous avez parlé de casquette verte, c'est l'un des plus intéressants là-dessus. Je voulais en parler. Il habite Paris, il prépare des ultra trails et des trails hyper impressionnants avec des dénivelés monstrueux et il se prépare juste avec Montmartre. Entre guillemets, de temps en temps, il va à Fontainebleau, mais on parle pas de dénivelé impressionnant, on parle de côtes qui font max 150 mètres de D+. Et sauf qu'ils les répètent. Donc oui, mettre des escaliers, même s'ils font que 50 mètres ou 30 mètres ou 20 mètres, si vous les faites 100 fois, à la fin, vous arrivez à un dénivelé intéressant. Alors oui, si vous préparez 10 000 de D+, avec un escalier, ça va être long et fastidieux. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais préparer une course avec 400 de D+, avec un escalier, ça peut suffire. Après, casquette verte, il a un gros mental. Hein. Il arrive à mettre le cerveau sur pause et à se faire des entraînements. Ouais. Et est-ce que cette prépa de dénivelé sur le running, ça peut aussi te permettre d'optimiser du dénivelé sur la partie vélo, par exemple? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou c'est encore d'autres groupes musculaires qu'il faut préparer encore différemment? Alors, il y a un lien forcément parce que tout est lié dans le corps. Quand tu travailles un muscle, tu as tout le reste du corps qui va travailler. Tu travailles jamais juste un groupe musculaire précisément, mais c'est pas exactement les mêmes groupes musculaires et surtout ils fonctionnent pas du tout de la même façon sur la course à pied que sur le running. Ils sont pas sollicités de la même façon. Donc préparer une compétition de vélo qu'en courant, tu vas droit dans le mur. Et si tu prépares, c'est à l'inverse, si tu prépares un 10 km en faisant que du vélo, c'est pareil, tu pourras le faire, mais tu n'auras pas les résultats escomptés et tu n'auras pas du tout les mêmes résultats que si tu avais fait la même chose qu'en course à pied ou qu'en vélo. Il faut être un peu con pour faire ça. Faut changer de sport. Je fais un 10 km nage, je fais du vélo tous les week-ends. Et je fais 180 bornes. On a très pragmatique, Thibaut. Non, mais par contre, c'est deux groupes musculaires extrêmement complémentaires et ils se travaillent extrêmement bien ensemble. C'est pour ça que sur des prépas trail, on retrouve souvent du vélo et que le triathlon est très bon à faire en enchaînement parce que tu travailles les groupes musculaires de façon différente et vous l'avez senti, si vous avez fait un triathlon, vous avez souvent les jambes fraîches après le vélo quand vous vous mettez à courir. Ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Effectivement, ça dure pas longtemps, mais dans la foulée, vous sentez que c'est frais et que ça change de tempo. Et que les muscles travaillent différemment. Et d'ailleurs, c'est traître parce que tu pars vite. Souvent, t'as tendance à partir vite. Ça, c'est un truc qu'on peut dire aux auditeurs, c'est que dis-le. Allez-y mollo. Si vous n'avez pas trop l'habitude de faire du tri, si c'est votre premier, quand tu poses le vélo, t'as tendance à avoir les jambes un peu fraîches et partir sur des paces un peu élevés, quoi. Et ça, c'est parce que tu tournes les jambes à 105 RPM sur le vélo aussi, toi. C'est pour ça, c'est style Tour de France. Et justement, tu parlais de la transition vélo course à pied. Est-ce que tu as des petits exercices de PPG qui peuvent être intéressants pour limiter la fatigue ou préparer en tout cas la fatigue qu'on va avoir sur la course à pied pour essayer de limiter les jambes qui n'ont plus rien?
Le faire et faire les enchaînements, il n'y a pas grand chose qui prépare à ça à part faire des enchaînements de vélo, course à pied. Donc si vous avez la chance d'avoir un home trainer et après vous sortez tout de suite après faire de la course à pied. Ça peut aussi être des entraînements dissociés, vous faites du home trainer le matin, de la course à pied le soir, où là c'est une autre façon de les travailler, mais vous travaillez aussi, c'est aussi intéressant à travailler. Mais après, d'un point de vue PPG pur, pour préparer la transition, il n'y aura pas d'exercice type. Faire des squats, de la chaise, des choses comme ça, c'est pas. Voilà. Ça va te préparer, mais c'est pas suffisant. Tu vas fatiguer tes jambes, tu vas juste les fatiguer, mais tu vas pas les préparer à une transition, parce que tu vas, à la limite, tu peux faire des exercices qui simulent le vélo et après faire des exercices de course à pied, mais ça revient au même que d'enchaîner vélo, course à pied. Si t'as un home trainer, autant faire home trainer, course à pied. Il y a rien qui vaille ça, en fait. On fera ça un peu plus tard dans la saison quand on aura repris. Et je suis curieux de savoir quels sont les exercices qui sont intéressants pour le haut du corps en vélo, parce qu'on a parlé beaucoup des jambes en vélo. On sait qu'il faut avoir une bonne position, il vaut mieux faire une étude posturale, etc. Mais même avec une étude posturale, si on fait beaucoup d'heures de vélo, et notamment quand on prépare un L ou un XL, on a quand même des douleurs un peu partout, cervicales, au dos, etc. Donc quels peuvent être les exercices qui sont intéressants pour éviter ces douleurs-là? Travailler ta souplesse, là, Thibaut. Il faut effectivement. Je suis droit comme un piqué. Il faut travailler la souplesse. Ça peut être un bon point de travailler la souplesse, parce qu'en fait, tes muscles sont mis dans des positions qui font en sorte qu'ils sont soumis à une tension naturellement, alors qu'ils sont pas forcément extrêmement sollicités. Après, la douleur principale qui intervient, les deux douleurs principales qui peuvent intervenir, va être au niveau des reins, donc au niveau des lombaires. Ça se muscle en faisant le Superman. Donc Superman, faut pas se déguiser. C'est par terre, sur le ventre. Ça n'empêche pas. On lève. On peut faire les deux. Vous pouvez le faire déguiser, c'est pas drôle pour votre femme ou vos enfants. Si vous le faites, envoyez-le sur Instagram. N'hésitez pas. Mais du coup, vous mettez sur le ventre, vous levez les bras et les pectoraux du sol, et vous levez les cuisses et les jambes du sol le plus haut possible, entre guillemets, des deux côtés. Et le but va être de venir se cambrer au maximum, et vous répétez, alors soit c'est du dynamique, vous répétez ce mouvement-là en venant vous reposer au sol et en remontant de chaque côté, donc ça donne un peu l'impression d'une cuillère inversée. Soit vous le faites avec des mouvements de bras, soit vous pouvez donner des coups de poing, soit vous pouvez le faire juste le haut en laissant les jambes au sol et c'est que les pecs qui viennent se lever, soit vous pouvez faire qu'avec les jambes en laissant les pecs au sol. Enfin, vous avez plusieurs manières d'alterner, mais ça, au niveau travail de ceinture abdominale et notamment des lombaires, c'est assez intéressant et ça peut diminuer pas mal la fatigue. Et après, vous avez aussi pas mal de fatigue liée au niveau des épaules, à accrocher, à essayer de changer les vitesses, à essayer de freiner. Vous avez pas mal de tension qui vient se mettre dans les épaules au niveau positionnement. Et là, pareil, du travail d'épaule à faire des ATR, du coup, des handstands, venir travailler les handstands ou venir travailler des pompes avec les fesses en l'air pour pouvoir faire un vrai travail de musculation d'épaule et éviter la fatigue des épaules. Après, c'est pas les muscles qui sont sollicités le plus sur le vélo, ça reste les cuisses. Donc, c'est-à-dire que si vous musclez que les lombaires et les épaules, c'est pareil. Vélo, oui, c'est sûr. Respect à la natation. Attends, je reviens sur ce que tu as dit là, tu m'as perdu un peu sur. Encore Los Angeles. Ouais. C'est les ATS, non? ATR. Non. ATR. C'est autre chose, ATS. ATR, d'accord. ATR, c'est exactement comme le handstand. Je dis ATR parce que c'est le nom qu'on donne sur la discipline sportive à l'école. Et qu'il y a eu l'ATR Challenge pendant le confinement, mais du coup c'est pour ça que ça parle un peu plus que le handstand. Mais en gros c'est juste se mettre sur les deux mains, bras tendus, avec dans un premier temps les pieds contre un mur, parce que vous n'allez pas tenir comme ça du premier coup normalement, et petit à petit éloigner le mur et commencer à tenir juste sur les mains en équilibre dans un premier temps, et après essayer de marcher sur les mains. T'as appris ça pendant tes années de baby gym, du coup, ce truc. On n'a pas tous fait, rappelle-toi. C'est ça, j'étais sur les mains direct. Non mais on n'est pas des acrobates. C'est ça.
Mais parfait pour... je crois qu'on en sait un peu plus sur la PPG. On va pouvoir s'y mettre dès demain. On attendait que les bons conseils pour pouvoir s'y mettre et faire nos 7 minutes le matin. Je crois que Thibaut, t'as encore une question. Oui, j'ai une question. Bien sûr, j'ai une question. Pour le mode expert, on va dire, ceux qui veulent aller un peu plus loin sur... Les vrais, quoi. Non, mais sur des séances un peu plus longues, comme on évoquait tout à l'heure, souvent sur le net, on voit que les séances ensuite évoluent en termes de temps de repos qui réduit, temps d'action, enfin, à faire un exercice qui augmente, répétition, etc. Comment ensuite on peut ajuster son entraînement au final ? Alors le meilleur indicateur, ça va être vous-même. Hein. C'est comme toujours être à l'écoute de soi. C'est parce qu'effectivement sur une séance de PPG, on peut faire varier énormément de choses. Moi, j'aime bien fonctionner avec des petites boucles où on fait 4, 5, 6, 8 exercices et on répète la boucle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à ce que mort s'en suive après. Mais ça dépend essentiellement de vous et de comment vous connaissez ou alors de comment votre coach vous connaît. Mais les répétitions ou le temps de repos entre chaque répétition ou même le temps d'effort sur le mouvement va dépendre énormément de comment vous supportez la dose. Et le but va pas être de trop charger non plus. Parce qu'à l'inverse, trop de PPG n'est pas bon non plus. D'accord. Donc tu vas progressivement. Si tu arrives à finir la séance, j'ai compris. La fois d'après, tu pourras faire une séance de plus. Va pas trop vite, Thibaut. Il veut tout de suite faire les séances d'1 heure 7 fois par semaine. Oui, mais c'est vrai qu'au-delà de la PPG, pour se préserver des blessures, il y a aussi la charge d'entraînement. Enfin, ça, on l'a dit dans différents épisodes. C'est ça. Faut pas aller trop vite, trop fort. Sinon, on risque de se blesser également. Effectivement. Et là pour la reprise, faut pas aller courir tous les jours si on n'a pas couru depuis 3 semaines. On va y aller mollo, on va recommencer petit à petit. C'est ça. Comme après le confinement. Commencer avec des petits 30-40 minutes souples, tranquillou. Et surtout renouer avec le plaisir, avoir envie d'y aller, surtout sur la reprise, ne pas se forcer forcément tout de suite à un plan d'entraînement, ne pas se contraindre à devoir aller courir dès le début et plus remettre ou à rouler ou à nager, mais vraiment remettre le plaisir au centre de l'entraînement en début de préparation en tout cas. Et est-ce que, tu vois, sur une phase de reprise comme ça, disons qu'on se lance sur 1 mois d'entraînement, est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'il y a des indicateurs qui disent qu'on a peut-être un peu trop forcé au-delà de douleur et qui signifie très certainement que c'est déjà un peu tard? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs, je sais pas, le cardio qui monte plus qu'à l'accoutumée, ce genre de choses? Est-ce qu'on a des espèces d'indicateurs comme ça? Alors sur des séances d'entraînement comme la course à pied, vous pouvez jauger à peu près avec le cardio, quoique il y a les capteurs de puissance qui sont en train d'arriver en course à pied, qui sont en train un peu de chambouler tout ça et tout ce qu'on connaît. Fini la triche, Thibaut. Un nouveau truc. J'ai vu Olivier, le geek de la bande, dire je suis très intéressé puissance sur la course à pied. C'est incroyable. Mais du coup, moi j'attends de voir ce que ça donne. Il y a beaucoup d'études qui sont en train de sortir et j'ai l'impression que c'est un peu en train de remettre tout ce qu'on savait en cause, un peu comme au moment où le capteur de puissance est arrivé sur le monde du vélo. Donc, où avant on s'entraînait aussi au cardio et on s'est rendu compte que en fait c'était un peu une aberration. Du coup, potentiellement, le cardio, à la fois, c'est un indicateur qui peut être fiable, à la fois, c'est aussi très peu fiable parce que ça dépend de paramètres extérieurs comme votre niveau de stress, votre niveau de fatigue. Le sommeil. Imaginons que vous soyez embrouillé avec votre femme, votre patron dans la même journée, vous êtes tendu comme pas possible, votre cardio, il va exploser tout de suite. Et c'est pas pour autant que la séance ne fait pas du bien ou n'est pas efficace. Donc, le cardio, c'est à prendre avec des pincettes. Ouais, donc au final, au-delà de tous les outils, montres, compteurs, etc. qu'on peut avoir, au-delà de toutes ces datas, c'est au final les sensations qu'on ressent aussi. Il faut écouter son corps, quoi. Ouais, et puis y aller progressivement. Surtout ça, c'est ça. Respecter la progressivité, le plaisir et s'écouter parce qu'on est tous différents et réussir à trouver son plan d'entraînement à soi et son rythme de croisière et d'évolution, c'est le plus important. Super, bah écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'était très intéressant. Je pense qu'on va tous commencer dès demain matin les 7 minutes. Avant la séance d'1 heure direct. Mais on n'a dit pas trop fort. Non, merci beaucoup en tout cas pour tes conseils. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? On en a parlé au début pendant l'intro, mais est-ce que tu peux nous redonner un petit peu les réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre?
Alors oui, Instagram, là où je suis le plus actif, est celui sur lequel je poste le plus, sportif.du.dimanche. Donc sportif du dimanche, normalement, je sors en tête. Pour un sportif du dimanche, t'es solide quand même. Mais du coup, il y a Instagram, YouTube, sportif du dimanche aussi. Mon blog sur lequel vous avez pas mal d'articles aussi. www.sportif-du-dimanche.fr et voilà. Pourquoi il y a des tirets et des points? Parce que les noms de domaine et les comptes Insta étaient déjà pris. Il faut les racheter, tout simplement. Tout simplement. Mais du coup, pour ta partie coaching, les gens qui te sollicitent, même si on est en France métropolitaine, on peut te contacter et recevoir son plan d'entraînement, je suppose, par email. On n'est pas obligé d'être directement à côté de chez toi. Tout se fait à distance, tout se fait via Internet et via des appels. Donc on prend le temps de l'appel, on s'appelle et le premier appel est gratuit pour faire connaissance, voire déjà dans un premier temps baliser si l'objectif est cohérent, si ça le fait. Et notion très importante pour un coach, est-ce que le feeling passe? Pour moi, c'est essentiel parce que pour un coach, coacher un athlète avec qui le feeling ne passe pas, c'est terrible. Et pour un athlète, vivre une relation athlète-coaché avec un coach où le feeling ne passe pas. Déjà qu'à la base, ton coach, tu vas forcément le détester de temps en temps. Oui, c'est ça. Oui, ok. Le relationnel est hyper important, donc c'est pour ça qu'il y a un premier appel de feeling au début. Super, merci beaucoup. Joji, la prochaine question elle est pour toi. Oh là là, où est-ce qu'on peut nous suivre, nous, sur les réseaux sociaux? Alors, sur Instagram, le réseau social de Facebook, si je dis pas de bêtises, pptc_tri, et puis sur Strava aussi, où on est pas très actif en ce moment, mais ça va reprendre très bientôt, préparez-vous parce que ça va être chaud patate. C'est pptc-tri. Vous pouvez rejoindre le club sur Strava, suivre un petit peu nos performances, sur des petits challenges et tout, ça va être sympa. Rejoignez-nous. Et on a oublié la question. Bah oui, finale. La question la plus importante. C'est tout simplement. Quelle est ta bière préférée? La triple secret des moines. Ou la triple, attention. La triple, ça veut dire que il y a secret et il y a moine, ça fait beaucoup de mots. C'est du 8 degrés, c'est une blonde légère en bouche, mais avec beaucoup de caractère à 8 degrés qui réveille après une séance de fractionné. Je croyais que t'allais dire tu dors, tu prends ça et tu fais ton PPG. Je me suis dit, tu finis pas les 7 minutes. Hein. Ouais, il faut dissocier la consommation de cette bière-là et l'entraînement, bien sûr. Évidemment. Et ne jamais boire avant un entraînement, surtout. Boire après. Consommer avec modération. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Et puis à très vite. Et n'oubliez avec pas. Plaisir. Merci bien. N'oubliez pas que l'important, c'est le club, bien sûr. Bah oui. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.